Un téléspectateur nous a envoyé dernièrement ce message en forme de slogan avec Macron, la France bâillonnée, avec TV Liberté, la France libérée. Et il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. La crise sanitaire a entraîné d'incroyables restrictions. Provisoirement, les Français ont accepté de limiter leurs déplacements, comme dans le roman 1984 de George Orwell, de présenter des autorisations, d'être fichés en attendant d'être munis de puces électroniques. Covid-19 oblige, nous dit-on. Peut-on le croire quand dans le même temps, scandaleusement, le porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a voulu imposer une information officielle validée par le gouvernement, des infos choisies par les amis de M. Macron dans la presse appartenant aux amis de M. Macron. Dans le même temps toujours, la première loi votée après le déconfinement est la loi Avia, une loi liberticide qui, pour combattre des propos haineux sur les réseaux sociaux, fait la chasse aux opposants au gouvernement. Le pouvoir veut faire taire sa vraie opposition par tous les moyens, régner en muselant l'adversaire. Enfin, dans le même temps encore, sur ordre de M. Macron, les réseaux sociaux renforcent férocement la censure. Dorénavant, à la demande de Facebook, des journalistes de quotidiens extrémistes et controversés comme Le Monde ou Libération sont payés pour juger, dénoncer, mettre à l'index les informations révélées par la presse alternative. C'est ainsi que TV Liberté doit faire face à une petite armée stipendiée de Fouquier-Tinville, régner en tuant l'adversaire. Mais c'est simple. On ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. Aucun flicage, aucune répression, aucune violence ne viendra à bout de l'esprit français, à ce caractère gaulois et rebelle qui constitue malgré tout le bel et vieux fond français. TV Liberté a surmonté la censure qui se voulait mortelle de Google YouTube. La chaîne progresse en multipliant ses téléspectateurs et ses abonnés malgré le travail des algorithmes pour ne pas référencer les programmes proposés, malgré le lourd silence médiatique autour de son existence même. Qu'importe, TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence, la date fatidique, je ne vous cache rien, est le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66 %. La rentrée que la crise du Covid-19 va bouleverser, va offrir des perspectives nouvelles, des nouveaux talents, des nouveaux actes, des nouveaux espoirs. Soros, Attali, Gates, Zuckerberg et consorts ont leur plan pour accélérer la mondialisation et l'uniformisation du monde. Nous avons aussi notre plan pour le monde à venir. Nous devons réussir et ils doivent échouer. Alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant. Renaud Gollnisch, bonjour. Bonjour. Homme politique, universitaire, inutile de vous présenter. Je viens vous parler de la loi Laetitia Avia. Vous savez qu'elle est destinée à réprimer les propos haineux sur les réseaux sociaux. Et vous dites-vous que c'est une nouvelle loi liberticide? Oui, oui, c'est une de plus d'ailleurs, parce que on les collectionne en France.
aussi bien d'ailleurs la droite, qui a une très lourde responsabilité dans cette affaire, qui s'est un peu, je parle je devrais dire la droche, la droite parlementaire, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui les républicains, qui se sont un peu ressaisis à l'occasion de cette deuxième lecture, mais qui au départ n'avaient été que 6 à voter contre, et qui ont été responsables eux-mêmes, enfin ce courant de pensée. Ça a commencé avec la loi Pleven, qui interdit en quelque sorte toute discrimination fondée sur la nationalité, ce qui est évidemment une absurdité, puisque la Constitution elle-même établit des distinctions selon la nationalité. Voilà. Si vous n'êtes pas national, par exemple, vous n'avez pas le droit de voter. Bon. Ensuite, nous avons eu droit à la loi Guessot, qui prétend régir le discours en histoire, que beaucoup d'esprits notables ont considéré comme absurde, y compris des gens qui étaient des adversaires résolus de ce que l'on appelle, à tort ou à raison, les révisionnistes, n'est-ce pas ? Je pense à Madame Reberiou de la Ligue communiste des droits de l'homme, qui, dans sa jeunesse, avait été au Parti communiste. Même elle était très hostile à la loi Guessot. Je pense à beaucoup d'autres, d'ailleurs. Mais cette loi était infâme. Quand elle est votée, M. Toubon, qui est député d'opposition, aujourd'hui défenseur des droits, dit « Ce que vous faites, c'est ce que faisait un certain Staline ». Quelques mois plus tard, à la suite d'un renversement de majorité, M. Toubon se retrouve ministre de la Justice, garde des Sceaux. Que prévoit-il de faire ? C'est de renforcer la loi Guessot. Bon, ça en dit long, quand même, sur les trahisons de cette famille de pensée. Et puis, si on peut appeler cela de la pensée, parce que je crois que c'est précisément l'absence de doctrine qui en caractérise plus d'un. Et puis alors, après, nous avons eu droit à la loi Perben, qui, elle, interdit le jugement moral, soi-disant pour réprimer les discours de haine, etc., à l'encontre des homosexuels. Mais jusqu'à présent, dans la loi de 1881 sur la presse, l'injure ou le terme d'invective ou de mépris ne comportant l'imputation d'aucun fait, ou la diffamation était punissable, et c'était, à mon avis, très suffisant. La première victime de cette loi Perben a été un parlementaire de sa majorité, qui avait déclaré de son parti, M. Van Est, qui avait dit écoutez, moi l'homosexualité, je ne veux pas de mal aux homosexuels, mais si ça se généralisait, ça poserait un problème parce que la survie de l'humanité serait compromise. Boum, condamnation en correctionnel, condamnation par la cour d'appel de Douai pour ce propos, peut-on dire même empreint d'un peu d'humour, mais qui n'avait rien de haineux, jusqu'à ce qu'il bénéficie des années après d'une cassation sans renvoi de la part de la Cour de cassation. 50 persécutions judiciaires, comme je l'ai été moi-même d'ailleurs sur le fondement de la loi Guessot. Et puis ensuite nous avons eu la loi Taubira sur l'esclavage, qui interdit je ne sais quoi, la remise en cause de l'esclavage, sauf s'intéresse pas du tout à l'esclavage qu'ont subi les Européens de la part des barbaresques. Et puis nous avons encore, j'en ai oublié une récemment, et puis maintenant il y a cette loi Avia. Donc Marine Le Pen dit c'est un des pires reculs concernant la liberté de s'exprimer depuis 200 ans. Oui, c'est vrai, c'est parfaitement exact. C'est parfaitement exact parce que c'est une loi d'abord qui réprime soi-disant les incitations à la haine. Mais le problème c'est que la haine, c'est un sentiment. C'est donc absolument insusceptible de mesure. Si je dis il faut tuer Martial Bild, bon, là je commets un délit qui est parfaitement mesurable parce que j'appelle à un meurtre. Le meurtre est puni par la loi, l'incitation au meurtre est naturellement une exception à la liberté d'expression et qui peut être légitimement réprimée. Mais si je porte sur Martial Bild un jugement critique, défavorable, à partir de quel moment ce jugement sera-t-il considéré comme un jugement de haine ? Et on voit bien pas ce qui se profile à l'horizon, mais ce qui est déjà le cas, ce que l'on nous disait au Parlement européen. On nous disait au Parlement européen, oui, la liberté d'expression est totale, mais ce que vous dites, vous, ne relève pas de l'expression. C'est une incitation à la haine, c'est du racisme, quand nous étions hostiles à l'immigration.
Voilà. Ce n'est pas de l'expression, et par conséquent, ça ne peut pas bénéficier de la liberté. Vous voyez le sophisme extraordinaire. Et c'est ça le fondement de la loi Avia. Alors, pour la première fois dans notre code pénal, effectivement, nous avons, c'est pas tout à fait la première fois d'ailleurs, mais nous avons maintenant dans notre code pénal cette répression d'un sentiment. Ça va à l'encontre de tous les principes juridiques. Le premier principe juridique qui nous vient même du droit romain, nullum crimen, nulla pena sine lege. Pas de crime, pas de peine sans une loi qui précise exactement quels sont les faits délictueux pour lesquels on risque d'être puni et quelle est la sanction qu'on encourt. Bon. Et là, incitation à la haine, eh bien, par exemple, monsieur Renaud Camus, qui est un auteur bien connu, très remarquable d'ailleurs, qui était l'inventeur de, si j'ose dire, de l'expression, à mon avis heureuse, du grand remplacement, qui se produit en ce moment dans notre pays, c'est-à-dire la substitution de population allogène à la population d'origine. Eh bien, M. Renaud Camus se retrouve devant le tribunal correctionnel pour avoir dit plutôt la guerre que la servitude. Ah bon, oui, mais alors là, il y a pas mal de ménage à faire, y compris dans notre hymne national et dans un certain nombre d'autres déclarations d'hommes politiques du siècle dernier. Alors, c'est catastrophique. En plus, ce qui est terrible, c'est que la loi permet je ne sais pas s'il faut dire les fournisseurs d'accès, je ne suis pas très compétent en informatique, n'est-ce pas? Non seulement elle leur permet, mais elle leur impose d'exercer une censure. Ce qu'ils font avec d'exercer une censure sous peine de sanctions financières absolument faramineuses. Il est bien évident que ces moteurs de recherche, ces fournisseurs d'accès vont avoir accès, vont mettre sur pied des moteurs de recherche dès qu'il y aura un mot, par exemple immigration massive ou tel ou tel autre, dont on peut penser qu'il est à l'intérieur d'un message qui fait courir un risque, ils vont censurer. Voilà. Alors c'est insupportable, c'est insupportable aussi. Moi je n'ai pas attaqué la personne de Madame Avia qui, de surcroît, a montré par son comportement qu'elle n'était pas particulièrement pacifique. Moi je trouve extrêmement choquant que cette femme qui est d'origine étrangère, qui, je crois, me semble-t-il, je ne vais pas regarder, j'avais eu cette polémique avec d'autres d'ailleurs parlementaires, qui est élu député en France, qui montre bien que la France est l'un des pays les moins racistes du monde. Viennent ensuite dire à la population d'origine, en quelque sorte, ce qu'elle a le droit de penser ou d'exprimer. Je trouve ça absolument insupportable. Il y a autre chose que vous indiquez, c'est vous dites, vous, que s'il y a des fake news, les vraies fake news, c'est les fausses informations, elles sont exclusivement ou majoritairement issues des États, des gouvernements. Non, pas forcément. C'est pas exactement cela, à mon avis. Des États-Unis, par exemple. Oui, j'ai donné l'exemple des États-Unis. Je ne dirais pas que les fake news sont majoritairement issus des gouvernements. Certainement, il y a des fausses nouvelles qui se trimballent, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Bon, mais quand ça émane de particuliers, etc., ça n'est pas très grave. Quand ça émane de gouvernement, là, c'est gravissime, évidemment, parce que c'est généralement pour justifier des politiques, parfois pour justifier des politiques belliqueuses. Et parce que, évidemment, les citoyens, surtout dans les pays démocratiques, ou prétendus tels, sont portés à croire que ce que dit le gouvernement, surtout ce qu'il affirme avec solennité, éventuellement dans un contexte de crise internationale, c'est forcément la vérité. Et alors là, ça peut avoir des conséquences redoutables. Alors j'en ai donné... Les États-Unis, 6 mensonges pour 6 entrées en guerre. Voilà oui, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire ça un jour, il y a quelques années, à une émission sur le complotisme, présidée arbitrée par monsieur Franz-Olivier Gisbert, où j'étais en quelque sorte le complotiste de service, très vigoureusement attaqué par tous les autres, y compris par madame Mazarine Pinjot, fille de feu François Mitterrand. Alors, j'avais donné cet exemple que d'ailleurs l'historien Alexandre Adler
qui n'est pas temps en faux de nos amis politiques, mais n'a pas démenti de façon assez honnête. Alors je les reprends très brièvement. Les États-Unis sont entrés en guerre 6 fois en un peu plus d'un siècle, 6 fois sur la base d'un mensonge d'État. Alors, je dis tout de suite, je suis pas l'ennemi des États-Unis. Je salue le sacrifice des jeunes Américains qui sont tombés pour le débarquement, par exemple, ou autre. Mais c'est un fait. Et c'est un fait qui doit, évidemment, nous inquiéter. Premier mensonge, 1898, la guerre que les États-Unis déclenchent contre l'Espagne, qui leur permettra de mettre la main sur Cuba, sur les Philippines, etc., pendant des décennies. Le prétexte de cette guerre, c'est l'explosion dans la baie de La Havane, alors que Cuba est alors colonie espagnole, d'un cuirassé américain, le cuirassé Le Maine. On dira que cette explosion a été délibérément provoquée par une mine espagnole. Aujourd'hui, on sait qu'elle est vraisemblablement d'origine accidentelle. En tout cas, la responsabilité de l'Espagne n'est en aucune façon établie. Ça, c'est la première fois. Deuxième mensonge, si j'ose dire, là qui a tourné à notre avantage, là encore, tant mieux d'une certaine façon, mais tout de même, c'est l'entrée en guerre en 1914, Première Guerre mondiale. Le président Wilson a été élu sur un programme ultra-pacifiste. Il s'est engagé à ne pas faire la guerre. Son slogan, c'est WWWW. Wilson wins without war. Wilson gagne sans guerre. Bon. Et il va finalement entraîner les États-Unis dans la guerre. Bon. Ce qui nous aidera à gagner, mais il imposera ensuite des conditions désastreuses lors du traité de Versailles, que les États-Unis ne ratifieront pas, ils laisseront la SDN aller à sa fin. Bon. C'est le torpillage du Lusitania, un paquebot qui va des États-Unis en Grande-Bretagne. Les États-Unis sont neutres à l'époque. Le paquebot est torpillé par un sous-marin allemand. On dira c'est abominable, il y a plus de 1200 victimes civiles, ça a été affreux évidemment, mais l'Allemagne avait décrété le blocus de la Grande-Bretagne. Bon, donc ce paquebot en quelque sorte enfreignait le blocus. Mais surtout, ce paquebot qui a été présenté comme un inoffensif navire civil transportant des femmes, des enfants, des vieillards, transportait aussi 4000 caisses d'obus et 4000 caisses de balles. On s'est absolument prouvé aujourd'hui, c'est parfaitement documenté, les plongeurs sont allés sur place, les documents ont été révélés même par l'amirauté britannique en 1972, bon, 60 ans après les faits. Alors, troisième mensonge, écoutez, c'est Pearl Harbor. Parce que Pearl Harbor, on dit c'est abominable, c'est affreux. Les Japonais, que je ne défends pas, qui ont été, je les aime beaucoup, mais ils ont été abominables en Chine aussi. Mais les Japonais ont attaqué sans déclaration de guerre. Bon, sauf que Roosevelt, lui aussi, élu sur un programme pacifiste, théoriquement. Je n'entrerai en guerre. Bon, alors les Américains votent massivement pour lui. Il n'a de cesse que de précipiter les États-Unis dans la guerre. Bon, et notamment, il décrète le blocus du pétrole à destination du Japon. Le Japon, il a 2 mois, soit pour attaquer, soit pour capituler. Les États-Unis sont parfaitement au courant et ils proposent au Japon des conditions dont ils savent très bien que le Japon ne peut pas les accepter. Délibérément. Cordell Hull a fait ça délibérément. Les ambassadeurs japonais qui sont venus pour essayer de sauver la paix sont sidérés. Ils disent, mais ce que vous nous proposez, c'est un ultimatum. Écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Bon. De surcroît, les États-Unis ont percé le code secret japonais. Ça, c'est assez remarquable. Assez remarquable. Parce que moi, j'ai été officier de marine interprète et du chiffre, et je peux vous dire que c'est... bon. La veille de Pearl Harbor, ils savent que l'ambassade a reçu l'ordre de détruire ces documents. Ce qui veut dire que les ambassadeurs vont devoir quitter l'ambassade et donc que la guerre est éclatée. Et on va les faire poireauter le temps que l'attaque ait lieu, avant que la déclaration de guerre n'arrive, 1 heure ou 2, avant que la déclaration de guerre n'arrive en bonne et due forme, ce qui permettra à Roosevelt de dire ce jour est un jour d'infamie, restera dans l'histoire comme tel, et de mobiliser les États-Unis. Alors après ça, vous avez eu un incident du golfe du Tonkin. J'étais partisan, moi, de soutenir les États-Unis
de soutenir surtout le Sud-Vietnam contre le Nord, le Nord communiste qui attaquait le Sud-Vietnam. Mais on sait aujourd'hui que cet incident du golfe du Tonkin qui a permis d'augmenter l'implication des Américains est totalement factice, enfin, fabriqué de toutes pièces par les États-Unis. Et puis enfin, les deux guerres du Golfe. La première guerre du Golfe, l'accord du Congrès américain n'est donné qu'à la suite d'un témoignage bouleversant au Sénat américain d'une infirmière de Kuwait City qui a vu la soldatesque irakienne débrancher les malheureux nouveau-nés prématurés qui sont morts au nombre de 300. Tous les enfants koweïtis devaient naître prématurés. Sauf que cette infirmière koweïtienne, en réalité, c'est la fille de l'ambassadeur du Koweït à New York. Elle n'est pas du tout infirmière. Puis il y a eu un médecin aussi qui est un dentiste libanais résident à New York. Et le tout, à la demande du gouvernement des États-Unis, a été monté par une agence de communication dont on a les noms. On connaît le nom, le budget, etc. C'est revendiqué. Bon. Et puis enfin, la deuxième guerre du Golfe, alors là, c'est le pompon. Tout le monde se souvient d'avoir vu le malheureux général Colin Powell, secrétaire d'État américain, donc le numéro 2 de la Maison-Blanche, agitant une fiole contenant, soi-disant, une arme de destruction massive de fabrication irakienne à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU, lors du fameux discours de M. de Villepin, eh bien, cette fiole contenait du pipi de chat ou de la poudre de perlimpinpin, et les armes de destruction massive n'existaient que dans l'imagination fertile de la CIA. Les mensonges d'État des États-Unis, historiques, là, en Chine, actuellement, il y a eu des mensonges d'État aussi, qui amènent d'ailleurs à une situation quasiment de guerre froide avec les États-Unis. Oui, mais il y a d'abord une grande différence, c'est que personne ne pense que les régimes autoritaires disent la vérité. Par conséquent, il y avait des mensonges d'État. Bien, je donne l'exemple des États-Unis, non pas parce que je suis l'ennemi des États-Unis, mais parce que c'est un État en principe démocratique, et parce que ce sont nos alliés, et que bien sûr, par sympathie naturelle, nous sommes portés à croire ce que dit leur gouvernement, ou ce que dit le nôtre, ou ce que disent les autres gouvernements européens. Bon, tandis que, par exemple, du temps de l'Union soviétique, personne n'ajoutait foi, personne en Occident, sauf ceux qui voulaient absolument le croire, mais n'ajoutait foi aux déclarations du Comintern ou aux communiqués de Radio Moscou. Bon, en Chine, c'est un peu pareil. On sait que l'information est parfaitement contrôlée. Ceci étant, moi, je trouve que, contrairement à ce que l'on dit, les Chinois, après un moment, effectivement, où il y a eu cette malheureuse affaire de ce médecin chinois qui finalement est mort du coronavirus et auquel on avait intimé l'ordre de se taire, mais finalement, les Chinois ont réagi assez rapidement. Et ils ont communiqué assez rapidement. Et ils ont été, je vous rappelle, les premiers à confiner. Donc ils n'ont pas caché quelle était l'étendue de la maladie. Et est-ce que le virus s'est échappé d'un laboratoire, ce fameux laboratoire P4, c'est-à-dire un laboratoire spécialement conçu pour abriter des gènes extrêmement dangereux, et des strass, qui se trouve à Wuhan, qui a été inauguré en grande pompe, avec M. Raffarin, avec le représentant du gouvernement socialiste, M. Lévy de l'INSERM, qui est le mari de Mme Buzyn, etc. C'est avec la collaboration de la France. Et il n'avait pas manqué de voix à l'époque pour mettre en garde contre l'inauguration de ce laboratoire. Ben c'est typique, parce que quand au début de la crise, il y a un certain nombre de personnes qui émettent cette hypothèse, eh bien on leur dit « c'est des fake news ». C'est des fake news. Et puis, à un moment, on s'aperçoit que M. Trump, M. Macron lui-même, M. Macron dit de façon un peu sibylline, mais les Chinois ne nous ont pas dit la vérité. Et maintenant, cette fuite acquiert la force d'une vérité révélée, alors qu'on n'a pas plus de preuves dans un sens que dans l'autre, à mon avis, pour le moment. Oui, on dit qu'Emmanuel Macron, vous pensez qu'en mettant la responsabilité sur les Chinois, ça lui permet d'avoir moins de responsabilité dans l'attitude qu'il a eue en France. Et Trump aussi. Je ne suis pas du tout, au contraire, un adversaire du président Trump. Je me suis réjoui de son élection, mais je m'interroge. Je m'interrogeais au début de la crise en me disant, est-ce que c'est vraiment la chauve-souris ou le pangolin qui sont de façon en quelque sorte spontanée, par suite d'une mutation spontanée, responsable de cette épidémie, ce que m'avait certifié un de mes collègues, ancien collègue du Parlement européen, professeur de médecine,
que l'on voit d'ailleurs souvent sur les écrans de télévision, qui m'a dit, écoutez, non, c'est pas une fabrication humaine, on sait d'où ça vient, c'est documenté, ça vient de la chauve-souris, etc., etc. Et des mutations virales de ce type, il y en a des dizaines. Bon, très bien, moi j'ai essayé de me documenter. Puis maintenant, je constate que, machine arrière toute, ceux dont on disait qu'ils étaient des menteurs, quand ils évoquaient la possibilité d'une fuite du laboratoire P4 de Wuhan, maintenant, pratiquement, on met ça sur le compte des Chinois. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ça n'est pas... si c'est une fuite, ça n'est pas volontaire. Parce que si c'était volontaire, je pense que le virus serait encore plus redoutable. Est-ce que la France a menti ? Est-ce qu'il y a des mensonges d'État de la France pendant les 2 mois de confinement ? Bien sûr, oui. Les mensonges d'État, ça n'a pas... Parce que c'est une démocratie, c'est pas un régime autoritaire. Non, c'est une démocratie, mais les mensonges d'État venant des démocraties sont beaucoup plus redoutables que les autres. Ça en fait une tyrannie. Parce que je dois dire que si vous ajoutez, si vous voulez, la succession des lois liberticides, dont les gens ne sont pas conscients, parce que, l'homme ou la femme de la rue, ils n'ont pas accès aux médias, à l'expression, ils n'écrivent pas dans les journaux, etc. Mais, en revanche, ce dont ils ne se rendent pas compte, que c'est un véritable carcan autour du discours public, et que par conséquent, une grande partie de la réalité de leur pays leur est masquée. Bon, quand vous voyez qu'un homme comme Éric Zemmour a été condamné pour ce qu'il a dit, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des contrôles au faciès ? Parce que l'origine des trafiquants de drogue, etc., c'est généralement ceci ou cela. Ah, boum ! Voilà. Donc, peu importe d'ailleurs que vous disiez la vérité ou pas, votre discours est susceptible d'inspirer la haine, vous êtes condamné. Alors, l'expression n'est pas libre. Et si vous y ajoutez un certain nombre de déclarations gouvernementales au début de cette crise, alors, je veux être honnête intellectuellement, je n'aurais pas aimé être à la place du gouvernement pour gérer quand même cette situation inédite. Et je vais même faire un aveu. Madame Bachelot, contre laquelle j'ai certains griefs, y compris d'ordre personnel. Madame Bachelot, qui s'était montrée très désireuse d'ailleurs de limiter ma liberté d'expression quand j'ai moi-même été persécuté, mais que l'on a beaucoup brocardé quand elle avait commandé des millions de vaccins, etc. Elle est un peu... Cette affaire-là réhabilite un peu tout de même sa gestion. Donc je reconnais que la gestion publique est difficile. Mais, par exemple, sur les masques, c'était incroyable ce mensonge sur les masques. Un enfant de 12 ans comprend qu'à partir du moment où on dit ce sont les excrétions, les particules qui sortent de votre bouche, qui sont le premier vecteur de la maladie, vous mettez n'importe quoi. Vous mettez un foulard, vous mettez ça, c'est quand même de nature à limiter les émissions et aussi même à limiter les réceptions, même si ça n'est pas parfait, même si ce n'est pas absolu. Alors là, nous avons eu des gens qui, pour masquer une pénurie dont ils sont quand même en grande partie responsables, parce que je ne leur veux pas particulièrement, mais enfin le professeur Salomon, l'actuel ministre de la Santé, tout ça, ils étaient dans le cabinet de Marisol Touraine quand les stocks de masques ont été liquidés. Et quand vous avez la porte-parole du gouvernement, la malheureuse Sibeth Ndiaye, qui vous dit « mais écoutez, les masques, ça ne sert à rien », propos qui a été repris par l'actuel ministre de la Santé, ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais c'est peut-être nuisible. Bon, je peux vous dire qu'en Extrême-Orient, en Chine, au Japon, en Corée, etc., quand on a su que le gouvernement français faisait ce genre de déclaration, ça a été la consternation. Ça a été la consternation. Cette crise sanitaire, est-ce que vous pensez qu'elle va changer la face de la France ? Il y a en gros le visage de la France. Il y a deux camps. Ceux qui pensent que il y aura plus de volonté de protection aux frontières, de protection des productions nationales. Puis il y a ceux qui pensent que tout va redevenir comme avant, que finalement la meilleure réponse c'est de reprendre les choses comme elles étaient il y a 2 mois. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut l'emporter par rapport à l'autre ? Alors, dans ce que je pense, il y a 2 choses tout à fait différentes. Il y a ce que je crois et ce que je souhaite. Voilà. Alors, ce que je crois, ou plus exactement ce que je crains, c'est que ça ne change pas tellement. Voilà.
Pourquoi ? Comme ça, je crois qu'on va retourner à nos vieux démons. On le voit bien, Madame Hidalgo continue de persécuter plus que jamais la voiture individuelle, bloque la rue de Rivoli, etc. Tout ça pour pousser les gens à s'entasser dans les transports en commun, au lieu d'essayer partout par des moyens qui sont parfaitement accessibles, d'avoir quand même une circulation plus fluide. Alors qu'on s'aperçoit que la voiture individuelle, quand même, était un petit réceptacle, une bulle, qui évite quand même, dans de très large mesure, la contamination. D'ailleurs, moi, je n'ai pas compris pourquoi, au début du confinement, on interdisait à des gens qui se trouvaient dans un appartement parisien et exigu et qui n'avaient plus de possibilité de se rendre à leur travail, pourquoi on leur interdisait d'aller dans leur maison de campagne ou leur résidence secondaire s'ils avaient le bonheur d'en avoir une. Mais il y a ce que je souhaite. Alors ce que je souhaite, oui, ce que je souhaiterais, ce qui devrait être le cas, c'est évidemment une remise en cause considérable de beaucoup de choses. D'abord de l'urbanisme délirant qui veut tout concentrer en région parisienne. On s'aperçoit que ça pose des problèmes insurmontables de transport, d'entassement, etc. Et que en réalité, les métropoles d'équilibre, même les petites villes, même la campagne, voilà, ont retrouvé tout leur charme et que cela protège un peu. Vous savez, comme pendant la guerre. Pendant la guerre, les gens à Paris n'avaient plus grand-chose à bouffer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient à la campagne. Parce que la terre, elle ne ment pas, comme a dit un de nos grands chefs militaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la protection, évidemment. On s'aperçoit que les frontières protègent. Voilà. Et que la supranationalité, le mondialisme, l'Europe, etc., l'Union européenne, je veux dire, tout ça c'est très gentil, mais quand les choses sont sérieuses, on se replie sur ce qu'on a de sûr, c'est-à-dire la nation. La nation, l'État, les préfets, les maires. Voilà. Tout le reste, tant que ça tient, le pays peut tenir. Le reste, c'est un peu du superflu. Vous êtes un dirigeant historique du Front National, devenu Rassemblement National. On évoque un bouleversement possible politique aussi. Est-ce que vous pensez que le Front National, devenu RN, sort gagnant de cette période et qu'il incarne aujourd'hui une alternative plus forte qu'il y a 2 mois et qu'il y a 2 mois avec des résultats en demi-teinte au municipal? Oui, c'est vrai que les résultats des municipales, ils ont été excellents pour ceux de nos maires qui étaient déjà en place et qui parfois ont été réélus, souvent ont été réélus avec dès le premier tour ou en tout cas avec des pourcentages très supérieurs à ceux qui leur avaient permis d'être élus la première fois. Donc ce qui prouve que la gestion nationale, en quelque sorte, ça marche et que les gens en sont satisfaits. C'est très important parce que vous vous souvenez que les 4 maires que nous avions il y a 20 ans, dans certaines villes, avaient été attaqués de partout. On leur avait mis des bâtons dans les roues, les préfets, les contre-pouvoirs, les associations politisées, les tribunaux administratifs, etc. Et on en avait profité pour discréditer leur gestion. Et à part le cas d'Orange, où le maire Jacques Bompard avait malheureusement quitté, mais ça s'est pas très bien terminé. Voilà, ça s'est assez mal terminé. Mais là, en revanche, c'est pas le cas. Ceci étant dit, nous n'avons pas obtenu les gains que nous aurions dû avoir dans d'autres secteurs, en particulier dans les grandes villes. Alors, est-ce que la crise sanitaire vous permet d'obtenir les gains que vous n'avez écoutez, pas si obtenus? les gens sont lucides, oui, parce que nous avons dit la vérité. Nous avons dit la vérité. Le gouvernement a menti. Et puis les évolutions dans lesquelles tous les partis autres que le nôtre, je parle des grandes formations politiques, ces évolutions se sont révélées désastreuses.
Ceux qui mettaient tous leurs espoirs dans l'Union européenne, on a bien vu que l'Union européenne était totalement dépassée. Ceux qui ont laissé faire, y compris à gauche, qui ont laissé faire le mondialisme, qui ont laissé faire la désindustrialisation de la France, contre laquelle nous n'avons cessé de protester. Nous avons toujours dit, écoutez, ça fait rien si le t-shirt du gamin, il est un peu plus cher que celui qu'on achète en Chine ou au Bangladesh. Il faut maintenir des droits de douane pour forcer les entreprises à rester sur le territoire national, et parce que la ménagère, elle paiera peut-être un peu plus cher le t-shirt, mais si elle ou son mari travaille dans l'industrie textile, elle aura encore un job. On s'est aperçu à l'occasion de la crise des masques, par exemple, des masques et du reste, hein, que nous étions, comme l'a dit précisément le professeur Juvin, que je citais tout à l'heure, de l'hôpital Georges Pompidou, chef du service des urgences, nous étions un pays en voie de sous-développement. Un pays en voie de sous-développement. Et que par conséquent, il est très important, très urgent de relocaliser ce que l'on peut relocaliser. Alors, c'est semble-t-il le chemin que l'on veut prendre maintenant, s'agissant de l'industrie automobile. Alors je suis quand même assez perplexe parce que ça me paraît louable, mais il est un peu tard. Les comptes de Renault sont dramatiques. Et contrairement à ce qu'on dit, il l'était déjà du temps de M. Ghosn, quand celui-ci se faisait doubler ses modestes émoluments d'1 million d'euros par mois. Hein. Bon, déjà l'action avait perdu 30% de sa valeur et les marchés ne progressaient pas. Alors, on va faire la voiture électrique. Bon, mais la voiture électrique, c'est très bien, mais l'électricité, ça n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur. Alors, on la produit comment, l'électricité? Est-ce qu'on la produit avec le nucléaire? Mais les écologistes sont contre, et M. Macron, pour leur faire plaisir, commence à fermer les centrales nucléaires, et annonce qu'on n'en construira pas d'autres. Bon, alors est-ce qu'on la produit avec des centrales thermiques? Dans ce cas, je vois mal, en dehors de l'effet d'annonce, quel est l'intérêt pour le fameux bilan carbone, etc., que l'on nous vante, et la voiture propre. Puis la voiture sera peut-être propre, mais les cheminées des centrales continueront à cracher les résidus carbonés. Beaucoup de travail en perspective. Est-ce que vous continuez la politique? C'est ma dernière question. Est-ce que vous reprenez le chemin, votre bâton de pèlerin pour porter la bonne parole? Ou est-ce que vous vous intéressez à cette deuxième partie de votre vie, qui a été une grande partie de votre vie aussi, le monde universitaire, la réflexion, la pensée, l'écriture? Vous écrivez dans Présent maintenant? Alors j'écris dans le journal Présent, qui était que j'ai toujours aimé, qui est un journal absolument héroïque. Il faut soutenir les médias libres, TV Liberté bien sûr, il faut soutenir Radio Courtoisie, il faut soutenir toute la presse écrite libre. Je ne veux pas les citer tous, je déplore, je regrette beaucoup la disparition de Minute, mais il faut que Présent, qui est un quotidien absolument héroïque et dans lequel on trouve des informations que l'on ne trouve nulle part ailleurs, il faut les aider. Il faut les aider, d'autant plus qu'ils sont victimes d'une discrimination inacceptable, puisqu'ils ont été privés des aides de l'État qui sont données à des quotidiens comme La Croix, l'Humanité, etc., qui ne les méritent pas beaucoup plus, me semble-t-il, que Présent. Bon, donc j'y tiens une chronique hebdomadaire, oui, une page tous les jeudis. Voilà. C'est un plus gros travail que je n'aurais pensé, parce que j'ai beau avoir été doyen d'une faculté des lettres, j'écris de façon assez laborieuse. Voilà. Enfin, généralement, voilà, ça se termine à 2h du matin. Le matin du bouclage, voilà. Bon, voilà. Et puis je continue. Je suis toujours membre du bureau du Rassemblement national. Je vois que nous allons bientôt d'ailleurs reprendre nos réunions et je m'en félicite. Je suis souvent invité à prononcer des conférences par des associations ou par des sections locales de ma formation politique et j'y vais. Alors on me dit, vous avez arrêté votre formation, votre carrière politique. J'ai dit, pas du tout, j'ai arrêté ma vie parlementaire. Voilà. Pour le moment, en tout cas, je ne suis plus député européen et ça, je ne le regrette pas. Parce que je dois dire que je l'avais été à de nombreuses reprises. Je déplore l'évolution de cette Union européenne qui pourrait être quelque chose de positif, mais qui va à l'encontre de tout ce que je crois devoir être utile au pays à l'heure actuelle. Bon, c'est un sujet dont on pourrait parler abondamment.
Et donc, place aux jeunes dans ce domaine. En revanche, si vous avez un ministère ou une ambassade à me proposer, je suis tout à fait disponible. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, le message est reçu. On le transmettra aux personnes qui ont intérêt à entendre ce message. Merci. Ou toute autre fonction. La présidence de Renault, par exemple. Bon, Ça serait pas pire. Merci beaucoup, Bruno Gollnisch. Merci à vous.